République démocratique du Congo, diplomatie, quel partenaire pour le nouveau quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Vous l'avez vécu avec nous, bien évidemment. L'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi. Eh bien, pour répondre à cette question, je reçois sur ce plateau Monsieur Henri Désiré Nzouzi, le producteur associé du JT diplomatique et expert en politique extérieure, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Calongé. Merci de nous honorer de votre présence. Alors, je voudrais qu'on attaque directement. D'abord, je voudrais qu'on parle de la toute dernière rencontre qu'a organisée le JT diplomatique, que vous patronnez justement. L'événement était marqué par une présence massive des ambassadeurs plénipotentiaires accrédités en RDC. Quelle était la symbolique d'abord de cet événement ? D'abord, une présentation et un échange des vœux du Nouvel An, ce qui est une tradition diplomatique, bien évidemment, et une volonté aussi, de rappeler la pertinence des liens qui existent entre la RDC et les pays, voire les organisations internationales qui étaient représentées au cours de cette soirée importante, au cours de laquelle, effectivement, des connexions se sont faites. C'était une réussite, hein ? Oui, il faut bien le dire. Nous avons quand même eu parmi nos ambassadeurs 2 pays membres permanents du Conseil de sécurité, en l'occurrence la Russie et le Royaume-Uni. On a eu la Belgique, à travers son ambassadrice, qui préside à l'heure actuelle l'Union européenne. C'est pas toujours facile de réunir tous ces gens-là. Comment vous faites ? Les agendas sont très compliqués pour les uns et les autres. On a eu aussi l'Union africaine, bien évidemment. Nous avons eu le FNUAP, le PNUD, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'ambassadeur de Chine. Donc ça fait 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Des grandes puissances. Absolument. Une ambiance extraordinaire. L'ambassadrice des Pays-Bas également. Il y a eu quelques absents qui se sont excusés. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Toujours dans un endroit particulier. Oui, parce que je pense que le cadre est important, ça permet de détendre l'atmosphère et puis surtout de tomber à la fois le masque et la veste. On est plus détendu, on est beaucoup plus réceptif aux suggestions des uns et des autres et c'est une bonne manière de commencer l'année sous de bons auspices avec de bonnes résolutions. À quand le prochain rendez-vous ? Le 22 février. Le 22 février. Jeudi 22 février, le lieu sera communiqué dans quelques jours. Le mois de février dans lequel nous sommes déjà. Tout à fait. Alors, un autre événement auquel vous avez pris part, une part active, c'est la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Vous étiez au four et au moulin, on vous a vu à l'œuvre. En quoi a consisté votre rôle ? C'était une cérémonie d'investiture, vous l'avez rappelé, à la magistrature suprême du chef de l'État réélu. Il y avait 2 parties dans cette importante cérémonie. Une première partie avec notamment l'accueil des chefs d'État et de gouvernement, les plénipotentiaires, les chefs de délégation, avec quelques animations évidemment. C'est cette partie-là que j'ai pris en charge jusqu'à l'annonce de l'entrée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et ensuite, le protocole d'État a pris le relais pour la partie investiture proprement dite et l'entrée de la Cour constitutionnelle. Comment vous vous sentez en ce moment-là ? Parce que c'est quand même un événement qui n'arrive pas tous les jours, c'est grandiose. C'est une expérience unique et humainement exceptionnelle à vivre, il faut bien le dire. Mon dernier souvenir remonte au Jeu de la francophonie où j'ai eu quasiment la même sensation. Mais là, c'était très différent parce que j'avais vraiment le sentiment de participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de la RDC avec notamment cette réélection du président de la République. Alors, l'une des choses qui a marqué justement l'attention de l'opinion publique, c'est cette présence massive des chefs d'État. On en a vu plus de 18, je pense, qui se sont présentés, qui ont répondu à cette invitation. Vous êtes expert en politique étrangère. Quel sens vous donnez à cela, sur le plan diplomatique surtout ? C'est une démonstration supplémentaire du fait que la RDC est à nouveau à l'agenda international. Sur ces 18 chefs d'État et de gouvernement, il faut quand même rappeler que quasiment toutes les organisations régionales et sous-régionales d'Afrique étaient représentées. La SADC, on avait quelques membres, en l'occurrence l'Angola, l'Afrique du Sud. Nous avions également au niveau de la CEDEAO le Sénégal, au niveau de la CEAC
la République centrafricaine, au niveau notamment de l'EAC, vous aviez le Burundi, vous aviez également le Kenya. Enfin, c'était un moment extraordinaire où vous avez eu une manifestation de solidarité de la part de ces chefs d'État et une manière aussi de rappeler que l'Afrique, en dépit de ses problèmes structurels et autres, est tout à fait capable de démontrer son unité à la faveur d'une élection qui vient réconforter l'un des leurs. Est-ce que les Congolais peuvent compter sur cette présence massive des chefs d'État africains pour notamment résoudre la situation qui prévaut dans l'Est du pays? Est-ce qu'on peut compter sur leur implication notamment? Il y a des processus qui sont en cours. Ce qu'il faut bien évidemment, c'est de fédérer les bonnes volontés pour essayer d'arriver le plus rapidement à une solution, hein, mais pas à n'importe quel prix, il faut bien le dire. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction qu'il y ait eu cette présence massive de ces chefs d'État. Vous savez, depuis quelques années, les élections en Afrique n'ont pas de très bonne presse parce qu'il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de doutes quant à leur validité et leur crédibilité, mais vous avez là effectivement un parterre de chefs d'État et de gouvernement qui viennent précisément apporter un soutien fort et massif à l'un des leurs. Alors, après l'investiture, puisqu'on en parle, c'est le travail. Le président de la République a débuté son nouveau quinquennat. Après les 5 dernières années passées, plusieurs défis sont à relever. Il y a notamment la partie est du pays qui reste sous occupation de l'armée rwandaise à travers ses supplétifs du M23. Henri, quelles peuvent être, selon vous, les perspectives ou tendances géopolitiques ou diplomatiques au cours de cette année 2024? J'ai toujours rappelé que ce conflit à l'Est a deux dimensions. Il y a une dimension interne qui concerne bien évidemment les groupes armés. Vous avez une dimension externe avec notamment l'implication de certains acteurs, au premier rang desquels bien évidemment le Rwanda. Pour la partie justement extérieure de ce conflit, cette dimension, nous avons le processus de Luanda qui est piloté par le président angolais. Pour la partie interne, la dimension interne, nous avons le processus de Nairobi. L'objectif a toujours été de faire, je dirais, en sorte que ces deux processus puissent se rejoindre. La difficulté, évidemment, c'est la mauvaise foi de certains acteurs qui trouvent un intérêt certain à ce que cette situation d'instabilité dure et perdure. Alors, il faudra compter sur 3 types de dynamiques. Une première dynamique interne, c'est-à-dire les acteurs locaux devront faire leur démonstration d'unité en étant ou en s'inscrivant dans la vision du chef de l'État qui est, au-delà évidemment d'assurer un bien-être aux populations, c'est de pouvoir restaurer, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires concernés. Il y a une dynamique, je dirais, régionale ou sous-régionale avec des organisations comme la SADC, comme l'EAC, comme la CEAC, et peut-être même dans une certaine mesure comme l'Union africaine, dont les positions seront aussi déterminantes dans la prise en compte rationnelle de ce qui se passe sur le terrain. Et puis vous avez une troisième dynamique internationale, où là, évidemment, vous avez à la fois les partenaires extérieurs de la RDC au niveau bilatéral. De ce point de vue-là, la Belgique est en première ligne puisqu'elle préside actuellement l'Union européenne jusqu'au mois de juillet. Vous avez aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies l'importance, me semble-t-il, de pouvoir travailler au corps certains membres permanents qui ont une certaine influence. Je pense évidemment à la Russie, à la Chine, je pense aussi à la France d'une certaine mesure et bien sûr aux États-Unis. Je le dis parce qu'il est important qu'il y ait aussi là, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que l'on puisse passer de l'étape des condamnations que nous saluons à celle des sanctions. Et ça, c'est très important. Vous voulez dire par là qu'en 2024, il faut des nouvelles approches diplomatiques? Il faut des nouvelles approches, il faut je beaucoup pense plus de courage aussi. Une prise en compte un peu différente de la réalité, en n'hésitant pas de bousculer, je dirais, ou de faire bouger les lignes, en allant très clairement vers certains partenaires qui, aujourd'hui, ne cachent plus leur, je dirais, agacement par rapport à une situation qui impacte beaucoup de choses. Vous savez, quand la RDC est souffrante, c'est l'ensemble de la sous-région, pour ne pas dire une grande partie du continent qui en pâtit. Il est important aujourd'hui que la RDC retrouve pleinement son rôle au cœur du continent. Et pour ce faire, il faut se donner les moyens de résoudre ce problème
très rapidement. Vous avez parlé de certains acteurs qui ne jouent pas à franc jeu. Parmi eux, il y a par exemple le Rwanda, qui fait partie de certaines organisations dont nous sommes membres, mais qui ne joue pas à franc jeu parce qu'il est animé de certains objectifs belliqueux. Mais parce qu'au-delà... Comment stopper le Rwanda dans ses ambitions? Au-delà justement de ses velléités expansionnistes et de ses visées hégémoniques, il y a le fait que ce pays agit en toute impunité pour la simple et bonne raison qu'elle se sent soutenue ou protégée par des puissances que vous aurez certainement à cœur de deviner et qui tiennent un double langage. Récemment, la ville de Goma a été vous ne pouvez pas, visée. Vous ne pouvez pas à la fois demander aux belligérants, dans lesquels paradoxalement on place les FRDC, n'est-ce pas, dire que vous devez absolument arriver à un cessez-le-feu et dans le même temps appeler à des négociations. Ça n'a aucun sens. Le pays a été agressé, il est donc normal que le pays se donne les moyens de se défendre d'une part et surtout de restaurer son autorité. Comment se comportent déjà les forces de la SADC qui sont sur le terrain? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? C'est un peu trop tôt pour se prononcer. Hein. On sait déjà que dans le dispositif, il y a évidemment le contingent sud-africain, aux côtés de celui du Malawi, me semble-t-il, et d'un troisième pays. Il faut que les choses s'articulent. Ce qui est important, ce seront les règles d'engagement et surtout le mandat. Il faudra que ce mandat soit clair, transparent et que nous n'ayons pas les mêmes difficultés que nous avons vécues avec notamment la force est et régionale africaine. Est-ce qu'il faut toujours faire foi à la diplomatie, Henri, au stade actuel? Quand on fait, par exemple, le bilan, on se rend compte que les lignes n'ont pas vraiment bougé parce que le M23 est là. La diplomatie les inquiétudes demeurent. Reste un outil important, puisque nous nous inscrivons dans une dynamique qui a été unanimement saluée. Je pense que la RDC a toujours fait montre de bonne volonté pour arriver à une solution de ce conflit, mais on ne peut pas éternellement, je dirais, courber les chines et accepter comme ça, d'être agressé indéfiniment. Et je pense que la règle du fight and talk sera, à mon sens, à l'ordre du jour, parce qu'il faudra veiller à ce que nous puissions récupérer un maximum de portions du territoire national, ce qui est fondamental et très important, de manière à ce que s'il y a un arbitrage au niveau de la communauté internationale, eh bien la RDC soit véritablement en position de force pour faire prévaloir son point de vue. Il y a une question qui me passe par la tête, Henri. Est-ce que cette présence massive des chefs d'État lors de l'investiture était en quelque sorte un message au Rwanda aussi? Je pense Parce qu'on a vu une solidarité africaine autour de la RDC. Plusieurs messages ont été délivrés ce jour-là. D'abord, le fait que la RDC est résolument de retour sur la scène internationale. C'était déjà le cas il y a quelques mois à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie. Ça l'est davantage avec la réélection du président de la République. Et puis, vous avez effectivement une Afrique aujourd'hui qui est lassée de tous ces conflits. Aujourd'hui, la RDC, par sa dimension continentale, focalise évidemment toute l'attention. Il est donc tout à fait normal que des chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales, que les Nations Unies et les autres organisations viennent au chevet de ce pays. Alors, on va aborder une autre thématique. On va parler de la tournée du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Il a été dans plusieurs pays africains. Ce qui nous pousse quand même à nous intéresser à ce sujet, c'est que dans quel contexte ça arrive? Ça arrive dans un contexte particulier où on sait que la Russie cherche à contrôler le terrain. Pourquoi cette tournée en ce moment? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs contextes qui se superposent. Le premier, il est évidemment électoral. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de novembre, les Américains vont élire leur prochain président. Le deuxième contexte, évidemment, c'est une montée en puissance de certains acteurs sur le continent africain. On les connaît, on ne va pas les rappeler. Chine, Russie, Inde, Turquie, qui véritablement bousculent en tout cas les certitudes occidentales sur le continent africain. La France en a fait les frais malheureusement. Les États-Unis essayent de sauver les meubles, mais les États-Unis gardent encore de solides arguments. Un petit rappel historique si vous le voulez bien. Vous savez, dans l'histoire récente des États-Unis, on a eu plusieurs présidents qui ont essayé de laisser leur marque, leur empreinte. On a eu Bill Clinton, à qui l'on doit notamment l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act. On a évidemment le président George W. Bush, qui nous a légué à la fois le fameux programme présidentiel de lutte contre le sida, le PEPFAR. Exact. On a eu aussi le Millennium Challenge Corporation. Ensuite, on a eu Barack Obama, mais Barack Obama a un bilan un peu mitigé sur le continent africain, puisqu'on lui doit le sommet Afrique-États-Unis. Je ne vous parle pas de Donald Trump, qui lui a
ostensiblement toujours manifesté son mépris pour tout ce qui concernait le continent africain. Et puis vous avez Joe Biden, à qui l'on doit deux dispositifs assez récents d'ailleurs. Vous avez d'une part la stratégie des États-Unis pour à la fois la promotion de la stabilité et la prévention des conflits. C'est un dispositif qui concerne en fait 5 pays ouest-africains côtiers. Il y a le Bénin, la Guinée, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et puis vous avez un autre dispositif qu'on appelle la nouvelle stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne et qui en fait repose sur 4 piliers. Évidemment, le tout premier pilier eh bien, se propose ni plus ni moins de promouvoir des sociétés ouvertes. Vous avez un deuxième pilier dans lequel on essaie de travailler au redressement de la pandémie post-Covid-19, mais aussi des opportunités économiques. Vous avez un troisième pilier sur lequel s'appuie évidemment ce plan et qui notamment se propose de pouvoir, je dirais, faire bénéficier du dividende démocratique et sécuritaire aux populations. Et le dernier pilier, évidemment, c'est de soutenir l'adaptation et je dirais la protection du climat avec évidemment la transition énergétique plus juste. Alors Henri, on aimerait comprendre pourquoi cette visite du diplomate américain arrive en ce moment quand on sait que la Russie semble pratiquement vouloir trôner en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça signifie que les États-Unis sont en quelque sorte en perte de vitesse? Alors, je vais vous dire, en fait, ceux dont les États-Unis devraient le plus s'inquiéter, c'est la Chine, évidemment, qui, elle, bien évidemment, a une stratégie beaucoup plus globale dans sa vision de développement et de partenariat stratégique sur le continent. La Russie, aujourd'hui, utilise plusieurs leviers pour y parvenir. Cela n'empêche que les Américains ont effectivement le sentiment de voir leurs ambitions contrariées, et c'est pour cette raison que cette visite ou cette tournée intervient. Ce n'est pas la première, il y en a eu d'autres, notamment il y a 2 ans et un peu plus tôt, où vous aviez une volonté des États-Unis, effectivement, de pouvoir consolider leurs acquis. Il y a des pays dans lesquels les Américains sont beaucoup plus présents, au Niger par exemple, où vous avez une base de drones dans la ville d'Agadez, avec le départ notamment de la France, de certains pays, vous avez une volonté, je pense, affichée des Américains de pouvoir y maintenir une certaine présence. Et vous avez à côté de ça, bien évidemment, une volonté de la Russie de pouvoir aussi peser dans certains pays en difficulté, en ayant à cœur notamment d'accompagner la lutte contre le terrorisme, ce qu'essayent de faire les États-Unis également sur le continent. Justement, pour parler de la RDC, en rapport avec ce sujet, quel partenaire finalement pour le nouveau quinquennat du chef de l'État? Vous savez, il y a plusieurs types de partenaires. Vous avez les partenaires multilatéraux, on les connaît, c'est traditionnellement les agences du système des Nations Unies, on ne va pas les citer, on les connaît tous. Et puis vous avez des partenaires traditionnels au niveau, je dirais, bilatéral, avec lesquels effectivement la RDC peut approfondir sa relation. Il faut que ce soit une relation qui soit à la fois sincère et gagnant-gagnant. Parce que trop souvent, on a eu le sentiment qu'il y avait... Ils ne sont pas dans cette logique, ça c'est une évidence, Henri. Vous savez, les États n'ont que des intérêts. Et je pense qu'il faut rappeler ce principe sacro-saint et ne pas aller dans des discussions avec, je dirais, une vision un peu romantique. Est-ce qu'on arrive à mieux défendre nos intérêts? Je pense que nous allons dans la bonne direction parce qu'il y a des points de vue de la RDC qui ont été non seulement repris, et puis quand vous regardez les derniers rapports onusiens, notamment ceux des experts et du comité des sanctions, on voit que tout ce que la RDC a avancé comme argument a été repris. Très bien, Henri. L'autre sujet qui fait la une de l'actualité en Afrique, c'est aussi la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. La question, c'est que deviennent finalement les transitions démocratiques initiées dans ces pays, par la CEDEAO notamment. Alors, on rappelle d'abord que la CEDEAO a été fondée le 28 mai 1975. Vous parlez de la sortie de ces 3 pays, on parle de retrait, si on veut garder les termes diplomatiques. Oui, mais vous savez, dans la charte qui crée justement la CEDEAO, il y a un article très particulier, c'est l'article 91, qui dispose notamment qu'en cas de souhait, de volonté de retrait, il faut que les pays concernés notifient par écrit au secrétaire exécutif leur volonté de partir. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et c'est un processus qui dure 1 année. Donc,
Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on peut, pour des raisons, je dirais, de consommation intérieure, clamer haut et fort, sortir avec effet immédiat, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Ça pose un deuxième problème. Vous savez, ces transitions dans ces pays se sont faites dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir. Ce sont des coups d'État. Et si l'on part du principe que les coups d'État donnent assez rarement lieu à des régimes légitimes, on comprend très bien la difficulté aujourd'hui qu'ont certains de ces pays à pouvoir, je dirais, s'intégrer dans une dynamique régionale. La CEDEAO a eu le mérite de sanctionner, peut-être de manière excessive, mais a eu le mérite de sanctionner et de rappeler certains principes. Lorsque vous êtes sujet à des situations de politique intérieure de cette nature, vous êtes suspendu des organes décisionnels. Et on ne peut pas reprocher à une organisation régionale de faire respecter ces textes. C'est une première chose. La deuxième chose, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que un des acquis de la CEDEAO, au-delà de l'intégration économique dans tous les domaines, oui, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et là, ça va être à la fois la double peine pour les populations de ces pays. Vous imaginez les Burkinabés, ils sont près de 5 millions en Côte d'Ivoire. Demain, en se retirant de la CEDEAO, les Burkinabés auront besoin d'un visa pour aller en Côte d'Ivoire. Et quand on connaît les coûts prohibitifs, ça pose un problème. Deuxième problème, les trois pays... Donc il y a restriction de liberté. Alors, on verra ce que cela va donner, mais il y a deuxième problème. Les trois pays dont vous faites mention, à la fois le Burkina, le Mali et le Niger, ont un point commun. Ce sont des pays enclavés. Et vous imaginez la difficulté pour ces pays de se couper d'une organisation dans laquelle est consacrée la libre circulation des biens et des personnes. Il y a énormément de difficultés auxquelles feront face ces différents pays. Aujourd'hui, les trois pays qui se sont lancés dans cette initiative peuvent peut-être rouler des mécaniques, mais les conséquences à moyen terme pour les populations seront catastrophiques. Et je rappelle qu'en 2000 déjà, lorsque la Mauritanie a quitté la CEDEAO, il y avait eu quelques difficultés. Mais aujourd'hui, vous avez un quart des pays, donc sur les 16 pays d'origine, vous en avez 4 qui se sont retirés. Faites le compte et vous comprendrez la situation. Vous ne pensez pas que ces pays se sont préparés à ce retrait? Non, pas du tout. Pour résister aux conséquences? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ces décisions ont été prises, me semble-t-il, dans la précipitation. D'abord parce que dans beaucoup d'esprits, et je pense que c'est assez trompeur, la CEDEAO est perçue comme un État inféodé à d'autres États, alors qu'en fait, quand les Africains essayent un tant soit peu de faire montre à la fois de cohérence et de bonne volonté, on les critique. Je le dis parce que quand des pays africains sanctionnent un autre pays, vous avez très vite des gens qui partent en vrille et qui considèrent que c'est la main de l'Occident qui est derrière ce type d'initiative, alors qu'en fait, les Africains, aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances, sont tout à fait capables de résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de manifester leur mécontentement vis-à-vis de la CEDEAO qui se montre parfois faible face à certains problèmes qui se posent dans les pays qui font partie d'elle-même. C'est de bonne guerre. Vous noterez que la Guinée ne s'est pas prononcée sur cette question. La Guinée reste résolument au sein de la CEDEAO, même si la Guinée, vous l'aurez compris, ne fait pas partie de l'espace monétaire, puisque la Guinée n'utilise pas le franc CFA. Mais cela étant dit, oui, on comprend très bien la précipitation dans laquelle ces différents régimes ont pris cette décision. Il faudra de toute façon respecter le processus juridique et ne pas considérer la CEDEAO ou comme toute autre organisation africaine comme étant un marché dans lequel on vient faire son shopping et qu'on prend ce qui nous arrange, etc. Alors Henri, comment voyez-vous, avant qu'on termine, comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique face à d'autres continents? Ça dépend de plusieurs paramètres. Je pense qu'il faut que l'Afrique puisse... Quand est-ce qu'on coupera le cordon ombilical pour... réellement, vous savez, moi ce qui me gêne en fait, de notre indépendance. Je vous explique, moi ce qui me dérange parfois dans les initiatives occidentales, c'est qu'on vient nous livrer des modèles clés en main. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur l'avenir des Africains et on leur propose un plan en plusieurs axes qu'il faudra suivre. Il faut que les Africains puissent être capables eux-mêmes de mettre en place leur propre plan. Le problème, c'est pas nous, là. Ça a été le cas dans le passé, lorsqu'on a fusionné le fameux plan le millénaire pour le développement et le fameux plan Oméga, avec notamment le nouveau partenariat pour le développement africain, le fameux NEPAD, mais on n'a jamais été beaucoup plus loin que cela, parce qu'à un moment donné, vous avez des gens qui se découragent, et nous avons une difficulté d'aller au bout des processus. L'Afrique doit faire la démonstration de son unité. Il y a des matières sur lesquelles elle peut déjà tester cette cohérence, c'est notamment le problème lié au réchauffement climatique. Très bien. Alors, voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau M. Henri Désiré Nzouzi, il est producteur associé
de JT diplomatique et expert en politique étrangère. Avec lui, nous avons parlé justement de la situation dans l'Est du pays, mais également sous d'autres cieux, notamment la tournée de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, la situation au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec notamment le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Vous avez très bien compris, tout était clair. Merci à vous tous de nous avoir suivis des partout dans le monde sur Télé 50.